pense que pour les questions justement de genre ou de place dans les sciences ou dans la tech, c'est vraiment de se dire est-ce que je vais avoir assez de ressources pour pouvoir faire mon cheminement dans un parcours qui est quand même un peu plus technique que certains parcours. Tous les jours, tu dois t'informer, tous les jours, tu dois te remettre en question et sortir de ta zone de confort. Mon besoin d'appartenance, c'était vraiment m'accomplir par mon métier et par des domaines assez tech, assez complexes, avec des résolutions de choses au quotidien. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Tech Rocks. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Barbara. Peut-être que d'ailleurs, Barbara, tu veux un peu te présenter pour les gens qui nous écoutent. Bonjour à toutes et à tous, hyper contente d'être là. Merci beaucoup Edouard de prendre ce temps avec moi. Donc moi c'est Barbara Teslar. Je travaille au sein de PrestaShop actuellement et je suis en charge de la livraison de logiciels, ce qu'on appelle une Head of Delivery. Et donc j'entame ma 3e année au sein de PrestaShop. Alors peut-être rapidement, donc moi c'est Edouard, donc j'ai une casquette un peu CPTO jusqu'au mois dernier en fait j'étais chez Harvest/Minimore en fait qui est une fintech, en fait on a des logiciels de productivité pour les conseillers financiers. Et en fait j'avais la casquette à la fois produit et tech sur une des filiales, ça représentait à peu près une 50aine de personnes et là juste récemment je viens de passer sur un rôle un peu équivalent côté Chief Technology qui fait en fait de l'IA chez les assureurs. Gros sujet l'IA. Hyper Oui, intéressant. oui, ça. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion d'en reparler un peu à la fin sur les Ouais, avec tendances plaisir. générales et un peu ce qu'est ta vision sur le sujet. Du coup, en fait, quand on avait un peu commencé à réfléchir à ce podcast et à sa structure, on avait deux peut-être grandes trames sur lesquelles on aurait pu échanger, Barbara. La première était évidemment qu'est-ce que ça fait en fait d'être une femme dans la tech et un petit peu qu'est-ce qui t'a amené là, quel a été ton parcours en particulier sur le sujet de reconversion. Alors peut-être qu'on va commencer par simple. Comment, en tant que femme, on atterrit dans la tech, si je peux le dire, si je peux le dire comme ça. Alors c'est marrant parce que quand j'ai reçu la trame et que j'ai eu un peu le vent de cette question, je me suis dit: «Mais c'est vrai ça, comment j'ai atterri là? Comment, quand on fait pause et qu'on fait un petit instantané, en se disant: "Tiens, je suis là aujourd'hui, comment j'ai fait pour y venir?"» Et en fait, c'est marrant parce que je pense que, je me suis dit: «Bah, je suis devenue une femme dans la tech après ma reconversion professionnelle il y a quelques années». Du coup, j'ai fait l'exercice, j'ai fait la synthèse, hein, pour me dire, à quel moment ça a commencé. Mais je me suis rendu compte que, je me revois, petite dans ma chambre, que j'appelais le labo en plus, avec mes ordis et tous mes instruments de musique à essayer de faire des playlists en enregistrant sur des cassettes, les remettant, en les digitalisant sur mon ordinateur. Donc, officiellement, je pense que je suis une femme dans la tech depuis une dizaine d'années, mais je pense que depuis petite, je me considère un peu comme une tech, même si c'est vrai que concrètement, en termes professionnels, c'est ton diplôme qui dit que tu es, une femme dans la tech. Donc, ouais, j'ai entamé ma reconversion, suite à j'ai pas mal voyagé en fait et j'ai fait pas mal de pays, anglo-saxons, mais j'ai grandi en Allemagne et c'est vrai que c'est des pays où il y a un peu moins de questions sur est-ce qu'une femme peut faire quelque chose? C'est un peu plus, pas dans les mœurs, mais c'est vrai que naturellement en Allemagne ou aux États-Unis, on a, des stages quand on est un peu plus jeune et donc naturellement les femmes peuvent être scientifiques, font un peu l'expérience de ça. Mais je me suis dit en fait que je voulais vraiment j'avais l'image de la femme qui code derrière son ordinateur avec tout le code et je me suis dit pour faire ça, même si on peut se former en autodidacte, il faut quand même mieux avoir un diplôme pour pouvoir prétendre aux mêmes choses que tout le monde, quoi. Donc je vais dire que ça fait 10 ans à peu près que je suis une nana dans la tech et c'est marrant parce que une femme dans la tech, c'est comme tout le monde en fait, c'est comme un homme dans la tech, c'est juste, quelles sont tes compétences? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu sais faire, les choses et est-ce que tu arrives à résoudre des problèmes et à trouver des solutions par toi-même, en fait? Je crois que c'est ça, tout simplement. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose que tu as mentionné dedans que je trouve personnellement, on va dire, assez vrai. C'est exactement ce que tu dis. Une femme, c'est comme un homme dans la tech. In fine, Ouais. c'est vraiment, je pense, le point de départ qui joue. Et je pense que la difficulté qu'on a peut-être en France, c'est ce que tu as mentionné. C'est, je sais pas ce qui se passe en fait au niveau, on va dire, du côté éducation ou culture, mais il y a un gap qui se crée. Tu vois, tu peux ensuite le diplôme, tu regardes aujourd'hui les stats dans les écoles d'ingénieurs qui quand même sourcent un grand nombre de personnes qui ont dans la tech.
c'est quand même déjà fortement biaisé au démarrage. Tu vois, t'as 20%, on va dire, de femmes, 80% d'hommes, et du coup, bah, ce que tu as dans l'industrie aujourd'hui, c'est quasiment le miroir de ça. Et peut-être, justement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu mentionnais, c'est que toi, ce qui t'a finalement, en fait, poussé aussi là-dedans, c'est quelque part, dès ta petite enfance, tu disais ton labo avec tes cassettes, t'avais quelque part un peu cette appétence, en fait, pour le milieu. Tu t'es pas trop posé la question, il n'y a pas eu trop d'influence ou de biais sur ces choses-là. Peut-être question ouverte, dans ce cas-là, si tu vois, tu prenais aujourd'hui notre panel d'étudiants français, en particulier quand ils doivent un petit peu structurer leur choix et s'orienter peut-être plus vers un cursus, on va dire, scientifique, comme tu le mentionnais, qu'est-ce que peut-être tu ferais pour leur dire, bah ouais, c'est top, ou en fait, quel serait un peu le moteur que tu pourrais leur partager, du coup? J'ai l'impression que c'est la question à se poser, que j'aurais dû me poser peut-être un peu plus tôt, c'est: est-ce que dans cet univers-là, je vais avoir suffisamment de ressources pour grandir, pour apporter des solutions, que ça soit, moi à la base, hein, j'ai un parcours plutôt scientifique avant d'être tech. Souvent quand tu es face à ton parcours, tu te dis, tu as plusieurs questions en fait, «Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais avoir de la place? Est-ce que je vais pouvoir travailler à l'international ou pas?» Je pense que pour les questions justement de genre ou de place dans les sciences ou dans la tech, c'est vraiment de se dire, «Est-ce que je vais avoir assez de ressources, pour pouvoir, faire mon cheminement dans un parcours qui est quand même, un peu plus technique que certains parcours et qui demande en fait énormément d'auto-formation et énormément d'acculturation?» C'est-à-dire que je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que souvent dans mon temps libre, j'écoute des podcasts liés à notre domaine, je lis des bouquins liés au domaine, parce que il y a tellement de choses à savoir et à connaître pour être à l'aise dans ton contexte, qu'en fait c'est surtout ça. Est-ce que si je m'engage dans la tech, en tant qu'homme ou en tant que femme, est-ce que j'aurai suffisamment d'énergie? Est-ce que j'ai envie de, constamment me poser des questions, remettre, au centre les choses, tu vois? On était, dans notre petit domaine de la tech, tout d'un coup, il y a l'IA qui vient tout bousculer et qui fait un peu ce même cataclysme de se dire: «Tout ce que je sais aujourd'hui, est-ce que ça va prévaloir pour demain?» Donc c'est ça, en fait. Est-ce que je vais avoir suffisamment de ressources d'énergie pour remettre souvent en question et trouver les bonnes réponses et les bonnes compétences, pour être dans ce milieu qui est extrêmement compétitif et qui demande quand même d'être à la page et d'être à jour, en fait. Alors que, tu dans certains domaines, tu vas avoir ton parcours, tu vas être formé et moyennant quelques formations et toi justement de rester un peu à la page, tu vas pouvoir continuer dans ce métier-là. Mais j'ai l'impression que dans les sciences ou dans la tech, tous les jours tu dois t'informer, tous les jours tu dois te remettre en question et sortir de ta zone de confort. Donc en fait, c'est surtout en fonction de ton si tu te connais et que tu sais: «Ah non, non, moi je veux être tranquille, j'ai pas forcément envie, d'aller à des confs, j'ai pas envie de continuer de constamment apprendre», bah, je pense que ouais, au bout d'un moment, on va s'essouffler et ça sera peut-être pas le bon parcours. Alors, je pense que c'est intéressant parce que tu vois ce qu'il y a en fait derrière. En fait, toutes les carrières, moi, de ce que je vois, et en tout cas les trajectoires qu'on peut avoir dans le milieu du travail sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, obéissent à ce que tu as décrit, à savoir en fait le fait que tu dois y mettre ta propre énergie et finalement aller par toi-même, t'auto-former, chercher des ressources et autres. Je crois que ça d'ailleurs s'appelle le concept de la carrière protéine. Et la tech, en fait, je pense, est complètement équivalente à d'autres industries sur ce truc-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas, au contraire, avoir d'a priori par rapport à ces milieux scientifiques, parce qu'ils obéissent à peu près aux mêmes règles que d'autres. Les ressources sont là, il suffit juste d'en avoir envie, en fait. Il ne faut pas avoir d'a priori. Et c'est pour ça, en fait, que je sais pas ce qu'il y a, en fait, s'il y a un priori ou autre, en fait, et qui crée justement, encore une fois, ce biais au démarrage. Alors peut-être quelque chose d'autre. Tu as mentionné justement au démarrage que voilà un peu la partie qui t'avait un peu inspiré d'être une femme dans la tech, c'était ton labo cassette à faire des playlists, on va dire dans ta tendre enfance. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en fait qui t'ont inspiré ou d'ailleurs d'autres choses que tu veux partager, par exemple, ce qui aurait pu déclencher ta reconversion et t'intéresser? Je sais pas, pourtant moi je suis une grande cinéphile et adepte de tout ce qui est, cinéma, séries et je pense qu'en se reprojetant, si je fais une petite anamnèse, c'est vraiment toutes ces séries où on voyait des femmes dans la tech ou dans l'univers scientifique, à travailler dans leur labo, ça pour moi, c'était hyper inspirant de me dire: «Bah, en fait, si c'est un message qu'on véhicule, dans des séries ou dans des films, c'est que c'est possible, en fait». C'est que la plupart des gens qui regardent ces séries vont se projeter, en fait. Ça a été aussi, l'importance des médias
et de cette image qu'on peut renvoyer en fait, et qui en fait il faut trouver son inspiration, c'est-à-dire que je me suis dit ok, est-ce que c'est possible, est-ce que ça existe, et j'ai trouvé des figures en fait qui étaient je sais pas, par exemple je repense à comment s'appelle cette série avec Scully. C'est X-Files. Oui, X-Files. J'ai trouvé ça génial qu'elle soit. Merci, bravo. Je vois que tu es fan aussi. Voilà, d'avoir ce duo et d'avoir toujours un duo avec une femme hyper tech, hyper calée. Et il y a cette notion aussi dans la tech, c'est souvent de l'équipe en fait. C'est ça aussi qui me plaît, étant donné que j'ai quand même pas mal fait de sport d'équipe. C'est vraiment ce côté de se dire, il y a des images, il y a des représentations qui sont assez fortes dans pas mal de séries, et en fait, tu peux te projeter finalement assez facilement. Et je pense que quand tu penses à la pyramide de Maslow, où on se dit il y a le besoin d'appartenance, je pense que j'étais un peu influencée par ce besoin d'appartenance, de se dire, ouais, c'est une vision hyper positive, de se dire que, bah, disons que je me voyais pas dans une image assise derrière un bureau ou élever 18 enfants. C'est vrai que moi, pour moi, mon besoin d'appartenance, c'était vraiment m'accomplir par mon métier et par des domaines assez tech, assez complexes, avec des résolutions de choses au quotidien, quoi. Et je pense qu'il y a une autre chose il y a une personnalité en fait. Il y a une personne qui m'a hyper inspirée lors de mon passage chez Apple, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler chez Apple. J'ai rencontré malheureusement, il nous a quittés, mais j'ai rencontré à l'époque Léon Milo. J'en profite pour faire un hommage à cette grande personnalité. C'était un grand musicien, il a été chef d'orchestre et il a été l'un des pionniers dans justement le fait un peu à la Moby, d'ajouter énormément de synthé à la musique classique, de pouvoir synthétiser des choses. Et je me suis dit, oh là là, il a recréé un labo, comme dans ma chambre à l'époque. Donc encore une fois, voilà, ce besoin d'appartenance, c'est lui qui m'a dit, je me souviens avec son accent, parce il était américain, Barbara, pourquoi tu te dis que c'est pas pour toi? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas vivre ça? Et il m'a dit en gros, voilà, puise dans ta force et fais-le, parce qu'il m'a rappelé qu'aux États-Unis, la femme qui avait inventé le GPS, les femmes qui travaillaient à la NASA, enfin, c'était quand même, voilà, c'est possible, ça existe, donc il faut y aller, quoi. Donc il m'a un peu fait découvrir cet univers geek, parce que c'est vrai qu'à côté, enfin, même dans mes passions, vu que je fais beaucoup de musique et de prod musicale, il y a toujours ce côté geek, de se dire qu'en fait, on peut se recréer un univers complètement autour de la tech. C'est faisable, il faut juste avoir les connaissances. Mais il faut pas oublier que les personnes qui vont traverser notre vie, en fait, les mentors, c'est des personnes à qui on peut poser énormément de questions, et je pense qu'il faut essayer. En Allemagne, quand tu fais ton bac, on te met un mentor, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui est à l'université dans laquelle tu vas aller et qui va te mentorer. Je pense que ça, c'est hyper important peut-être pour cette figure en France. Peut-être qu'on n'a pas assez de coaching, ou comme on fait en code quand tu fais du pair programming, d'avoir une personne sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, lui poser des questions, exorciser un petit peu tes peurs. Peut-être que ça serait un truc à mettre en place, ça, d'avoir un mentor ou une mentor qui puisse t'accompagner quand tu fais ton orientation, quoi. Je pense que c'est intéressant parce que il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir à ce niveau-là. Je commençais peut-être par la question de mentorat. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que quand même, la tech aujourd'hui, c'est un milieu, je dirais, qui est assez polaire dans la mesure où c'est très, on va dire, riche d'un point de vue petites et moyennes entreprises. Pas grand-chose au milieu, c'est un peu le désert de la mort, avec le côté ETI, et après on a des grands groupes. Et en fait, les grands groupes sont pas trop mauvais, je pense, dans la partie mentorat, parce qu'ils ont souvent hérité d'une culture managériale qui est anglo-saxonne, assez normée, c'est assez intégré. Par contre, pour ce que j'en ai vu, et en particulier la discussion qu'on peut avoir au sein de TechRox, ça manque en fait de l'autre côté des entreprises, de celles qui sont plus petites. Et je pense que là, sans vouloir faire de la pub, c'est là où aussi TechRox est intéressante à travers son système événementiel et autres. C'est parce qu'en fait, je pense que quand on en est dans cette catégorie d'entreprise, la façon de récupérer du mentorat, c'est d'aller le chercher. Et en fait, les communautés sont parfaites en fait, pour ça. Et c'est ce qui permet, on va dire, pour moi, véritablement, finalement, de grandir en fait dans cet écosystème-là, parce que les rôles en fait changent très très vite quand on passe d'une petite taille, on va dire, d'entreprise à une un petit peu plus moyenne et autre. On va dire, ne serait-ce que même quand on regarde la définition de CTO, entre un CTO qui peut être très hands-on dans une micro-boîte et un CTO qui est en fait complètement hands-off et qui s'occupe d'une scale-up, c'est pas du tout le même job, quoi. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est une transition, on embarque d'ailleurs vers des trucs qu'on voulait un peu aussi aborder dans ce podcast. Ton rôle de tech leader, justement, comment tu le définis et comment tu le vois? Déjà comme un avantage ou un honneur, si tu veux,
de pouvoir avoir ce rôle justement en toute humilité de mentorat, c'est-à-dire mon rôle, c'est de faire grandir mes équipes, les personnes que j'engage ou les personnes avec lesquelles je travaille. Et c'est vrai que je prends beaucoup à cœur ce positionnement, d'être dans l'écoute active et de pouvoir trouver encore une fois des solutions aux équipes. Et c'est vrai que ta question, elle est super bien tournée parce que qu'est-ce qu'on met derrière leader en fait? Qu'est-ce qu'être leader? Est-ce que c'est un leader positif? Est-ce que c'est un leader abusif? Qu'est-ce qu'on détermine comme carte d'identité de leader? Et dans la tech, j'ai eu de la chance de rencontrer énormément de leaders positifs justement qui casse pas ta personnalité et qui, en fonction de tes soft skills et de ton énergie, arrive à te faire réaliser des choses en te faisant sortir de ta zone de confiance. Et ça, je trouve ça assez fort parce qu'on dépasse presque les limites professionnelles. Ça devient presque, tu vois, du coaching plus plus. Et c'est vrai que dans mon quotidien en tant que leader, j'essaye d'avoir cette notion d'accompagnement et de pousser un peu les équipes à prendre des risques, mais en essayant d'anticiper en fait. Étant donné que tu l'as dit toi-même, par exemple, un CTO, t'en as qui vont avoir les mains dans le cambouis et d'autres un peu plus en retrait. Pour moi, c'est ça. Je me dis qu'en tant que leader, j'essaye d'anticiper et d'éviter les bloqueurs à mes équipes, en fait. Et il y a une chose aussi dont tu as parlé. En tant que leader et avec mes équipes, j'essaye de créer une communauté, en fait. C'est-à-dire, soit une communauté pratique, soit une communauté de développement, d'essayer de faire en sorte que tu as un peu un jeu de cette famille en disant: «OK, toi, tu as tel skills d'automatisation, il y a la famille innovation, peut-être que tu pourrais travailler un peu dans ce sens-là. Après, il y a un gros projet qui va avoir lieu. Toi, tu es plutôt back-end. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'anticiper avec des notions d'architecture, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le rôle de leader, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre cette position un peu troisième position, un peu un coach sur la ligne de match, qui dit, voilà, je vais peut-être anticiper un peu ce qui va se passer, mais je te connais, donc je sais qu'on peut aller dans cette direction. Et c'est à moi de te donner les cartes et les clés pour que tu puisses y aller et éviter les bloqueurs. C'est intéressant justement parce que tu vois, je pense qu'il y a vraiment dans le rôle de leader aussi cette notion un peu qu'est-ce que tu disais en fait de coach et de matchmaker parce qu'en fait tu vas voir ce dont l'organisation a besoin, ce dont la personne a besoin et en fait c'est arriver à trouver comment ces zones se recoupent pour faire en sorte que bah tout le monde y gagne. Et d'ailleurs à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des choses, des outils, des méthodes un petit peu spécifiques que toi tu utilises et que tu voudrais peut-être partager avec les gens qui nous écoutent? Alors avec plaisir, outre les méthodes agiles, le lean et la méthode Accelerate, qui sont vraiment les méthodes connues, il y a cette notion alors c'est presque de la méditation en fait, c'est de se dire en termes de méthodo, toute l'analyse de contexte qu'il va y avoir avec ce que j'appelle le bouton on-off. C'est-à-dire que faut pas tout le temps être en on. Et il y a des moments en fait où tu vas utiliser la méthode un peu plus en retrait, c'est-à-dire d'analyse, qui est basée sur en plus l'analyse scientifique. Quand tu es en labo, c'est un peu ça à la base. C'est de se dire, oula, là il y a une situation, on analyse, on fait le benchmark, l'état des lieux, et ensuite on trouve les solutions. Donc c'est plutôt, ouais, c'est un peu la méthode scientifique. Même dans la gestion de projet, j'essaye vraiment alors il y a toujours des imprévus, mais en tout cas de pouvoir les anticiper quoi, pour être encore plus sur un côté opérationnel, moins dans j'éteins des feux, mais j'ai conscientisé le contexte et j'ai conscientisé ce qui allait se passer. Il y a énormément dans le lean management, il y a énormément de petits outils qui permettent justement de se dire quand je fais une pause et que j'anticipe sur le projet, je réfléchis en fait aux parties prenantes, aux stakeholders, aux personnes qui vont contribuer aux dépendances. Et je trouve que c'est même dans le management humain, ça te permet quand même d'accepter le risque et l'erreur en fait. C'est un peu ça, je pense, la méthodologie, c'est de se dire on ne peut pas ne pas avoir de faille, on ne peut pas voilà, éviter tous les obstacles et de se dire c'est bon, j'ai aucune embûche, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée et il y a eu aucune embûche. Donc c'est plutôt de se dire: «OK, bah, de toute façon, il y a des moyens avec, les méthodes, tu fais des rétros, des post-mortem, il y a des moyens d'analyser les choses». Donc c'est plutôt de se dire: «Ouais, en tant que leader, pour telle situation, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme méthodo?» Et j'avoue que quand on était chez Apple, on a été formés à la PNL. Alors à prendre avec des pincettes, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le programme neurolinguistique. Mais en tous les cas, cette méthodologie permet de comprendre les signaux verbaux et les signaux
non verbaux de tes équipes et des personnes en face de toi. Et ça, je le couple un petit peu aussi avec la méthode DISC, la méthode de couleur, c'est-à-dire, par exemple, quand tu es en situation de stress, quelle est ta dominance de personnalité. Donc, tu as des personnes qui vont être rouges, hein, qui vont être un peu dans l'angoisse, dans l'énervement et dans le côté un peu direct. Puis, tu as des personnes qui vont être comme moi, dans le stress bleu, c'est-à-dire, OK, on se calme, quelles sont les données, quels sont les chiffres, quelles sont les datas, on analyse, on fait une petite rétrocession, là, on se pose et on analyse le truc. Et puis, tu as des personnes qui, naturellement, donc ça, c'est ce que je te disais, c'était dans les situations de stress. Et le disque te dit aussi dans les situations normales, par exemple, est-ce que tu es plutôt jaune? Est-ce que tu es une personne qui va être très enjouée, très énergique? Et ça, pour comprendre tes équipes, le fait de l'avoir fait, moi, avec ma toute première équipe, ça me permettait de savoir, un tel, elle est telle couleur, en stress, elle est telle couleur. Je vais peut-être pas lui balancer 18 slides avec 3 milliards de data parce que en situation de stress, c'est une personne qui est jaune. Donc voilà, de commencer quand même à comprendre avec la méthode scientifique d'un côté, avec les méthodes un peu lean, agile, mais aussi avec les méthodes de connaissance de l'être humain et du comportement. Moi, je sais que c'est des méthodes qui permettent en tout cas d'éviter des gros conflits ou qui permettent la susceptibilité ou de mettre les pieds dans le plat à un moment où il faut vraiment pas le faire, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que quelque chose moi je trouve très vrai, c'est que dans tout ce que tu dis, c'est que finalement dans une entreprise, et j'aime bien le terme en français, c'est société. Tu vois, parce que c'est exactement ça. Enfin, je pense que ça retranscrit tout à fait la notion que le travail est avant tout, c'est avant tout une histoire humaine. Enfin, tu travailles avec des gens. Parce que tu peux apporter des compétences, évidemment, sur la table, mais en particulier, c'est vrai dans la tech, parce qu'en fait, on a quand même la notion en fait de squad, où il y a un bloc en fait industriel qui est conçu en tant qu'un bloc industriel militaire d'équipe, quoi. Et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, peut-être que ça me fait me poser une autre question pour toi par rapport à justement à ces moments-là, tu vois, ta conscience du besoin de prise de recul et justement à cette notion en fait de qu'est-ce qui fait en fait l'équipe. Est-ce qu'il y a des aha moments, comme on dit, ou autres qui seraient apparus dans ta carrière et que tu voudrais un petit peu partager? Est-ce qu'il y a eu des moments aussi d'ailleurs où tu t'es foiré, parce qu'on est quand même là pour dire aussi les choses franchement, et où ça t'a appris des trucs que tu peux partager avec nos écouteurs, nos auditeurs? C'est marrant comme l'humain a capacité. Là, tout de suite, j'ai les moments de foirage qui m'arrivent en pleine face, alors que les moments ah, tu les vois pas de prime abord. C'est rigolo quand même, hein. Bah, écoute, je vais inverser la solution là. Je vais commencer par les aha moments. Je me souviens quand j'ai été engagée par l'entreprise Lagardère, la RH, qui était donc Ingrid, une Allemande pure souche, me pose la question en me disant: «Demain, un magazine paraît et la une, c'est un hommage à toi. Qu'est-ce que tu verrais comme une? Est-ce que tu vois une avec Women of the Week, une sorte de GQ féminin où c'est toi les bras croisés, conquérante, ou tu vois autre chose?» Et là, je me suis dit: «Alors j'ai une chance sur deux de me planter, c'est-à-dire que soit je suis honnête, soit je suis pas honnête. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Est-ce qu'elle veut que je me mette en avant ou pas?» Et je me suis dit: «OK, bah, je vais, de toute façon, c'est ce que tu disais, hein, c'est de l'humain, le naturel va revenir, donc autant ne pas partir dans ce qu'elle attend, mais moi dire vraiment, en fonction de ma personnalité». Je lui dis: «Bah, non, je vois plutôt une photo d'équipe, avec, en gros titre, They made it». Ils ont réussi, quoi. Je pense que j'aurais dit Yes we can si c'était à l'époque d'Obama, mais du coup, j'avais pas encore cette accroche marketing. Et ouais, c'était vraiment ce moment de se dire, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un espèce d'award d'équipe. On réussit un projet de fou. Et ben en fait, tu vois, la projection psychologique, 2 ans plus tard, on obtenait un award, justement avec cette équipe que je n'avais pas encore constituée, puisque j'avais été engagée par Lagardère, parce qu'on avait réalisé une petite prouesse technologique dans le stade Groupama à Budapest. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit, ouais, ouais, bah, je me vois femme de l'année, Barbara a réussi tel truc, tel succès. Est-ce que ça serait arrivé? Est-ce que ça m'aurait apporté autant de plaisir et d'awareness que de voir cette équipe, quoi, qui finalement a été la réalisation. Donc ça, c'était un gros aha. Et je pense que j'ai l'impression que quand même, quand tu te projettes, ça envoie des choses dans l'univers et tu fais tout pour le réaliser, quoi. Et les ratés, je pense que c'est encore dans cette entreprise où moi, je suis arrivée tout feu tout flamme avec ma couleur disque jaune en naturel et bleu en adapté.
où je suis. Alors, j'ai grandi en Allemagne, hein, j'ai une maman semi-allemande, donc j'ai un peu d'allemand, de Deutsch Qualitat en moi. Et moi, j'arrive tout sourire, le matin, je fais mes daily, pump it up, salut la team. Et là, j'ai toute mon équipe allemande face à moi. Pas un sourire. Moi, j'arrive avec mon café à la main. Eux, ils sont avec leur stylo, leur bloc-notes. Et je suis arrivée, en fait, pile à l'heure, quoi, à la française. Mais eux, ils étaient assis depuis 10 minutes, quoi. Et ils m'ont dit, bah ouais, mais en Allemagne, arriver à l'heure, c'est arriver en retard, quoi. Tout le meeting, alors que c'était mon premier meeting où je les encourageais, où c'était vraiment un meeting d'équipe, on faisait un sprint planning, on allait envisager toute l'année et tout ça. Bah, en fait, j'ai foiré ma première impression parce que bah, j'ai collé à l'étiquette française et en tant que chef, bah, ils se sont dit bah, c'est bon, de toute façon, elle prendra sa journée en partant à 17h. Et... Donc, je crois que voilà, il y a un moment où je me suis peut-être pas adaptée à la société dont tu parles, aux personnes en face de moi et que mine de rien, c'est hyper important parce que c'est des moments qui vont te coller et après, bah, du coup, je fais hyper attention maintenant, quoi, en fait. Un truc qui est intéressant, c'est que normalement, tu vois, ce type de discussion, c'est exactement le genre de choses qu'on peut avoir sur la partie les Meetup Tech Rocks et autres. Donc, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, je peux vous encourager à aller sur ces événements-là. Enfin, c'est vraiment mon présentiel sur Paris. C'est franchement à chaque fois chouette. Et du coup, vous pourrez rencontrer Barbara, enfin, Ouais. probablement, et aurez l'occasion de lui poser plus de questions sur ce sujet. Je me disais, on peut peut-être terminer sur un truc un peu aspirationnel. On parlait intelligence artificielle au démarrage. Ta position sur l'intelligence artificielle en 2000, Barbara, c'est quoi? Moi, je trépigne, j'ai tellement envie de travailler encore plus avec l'intelligence artificielle. Je suis tellement contente de faire partie de cette génération où je suis dans la force de l'âge, tu vois, je vais pas être dépassée. Je suis en plein dedans et j'ai tellement envie de faire partie justement d'une société. Alors là, je parle pas professionnelle, mais d'une communauté qui réfléchit, qui pense à ces choses-là. Je le vois au sein de PrestaShop. J'ai mis un peu les pieds dans le plat en disant bah on en est où? Il faut qu'on avance parce qu'il y aura ceux qui sont montés dans le spationaute AI et puis il y aura ceux qui seront sur le côté et qui resteront en bas en fait. Donc moi, ma position, c'est de se dire que de toute façon, on peut pas y couper, donc on peut pas être réfractaire à ça. C'est une aide. Donc soyons plein de belles intelligences humaines pour travailler dans cette intelligence artificielle et pour le rendre justement concret, bien bordé, bien cadré, avec plein de cas de figure, des cas d'usage, et tombant pas dans le ah ouais mais ça va remplacer tel métier, ah mais c'est sûr c'est la mort du développeur. Pas du tout, mais dites-vous que vous allez avoir une aide incroyable qui va pouvoir faire dépasser des limites et des choses. Donc je suis totalement pour, mais je suis aussi pour le fait d'avoir des think tanks, des working groups qui anticipe justement sur des contextes en se disant bah voilà dans quel cas de figure va falloir vraiment réfléchir à cette intelligence artificielle et pouvoir la construire pour une intelligence humaine quoi. Et au sein de PrestaShop, je pense que ça y est, là, on a passé la troisième vitesse. On a justement des groupes de réflexion et on essaye de voir comment cette intelligence peut aider PrestaShop, donc qui a une communauté de marchands, c'est-à-dire que c'est des personnes qui nous font confiance et mettent leur société, leur entreprise en ligne sur PrestaShop. Comment on va faire que cette intelligence va pouvoir créer des besoins d'un parcours utilisateur, d'un parcours client. Demain, je vais par exemple sur, je sais pas, il y a Bobiz, qui est une entreprise qui fonctionne avec PrestaShop. Comment je vais pouvoir avoir une intelligence qui va me dire, bah voilà, j'ai besoin de telle chaussure, telle basket, telle couleur. En 2 secondes, je rentre un prompt IA sur le logiciel et ça me sort la basket de mes rêves, quoi. Ça peut paraître futile, hein, en se disant, ah ok, le seul problème, c'est d'avoir la bonne basket, mais non, c'est de se dire comment un business model est amélioré, va générer plus de revenus grâce à une intelligence artificielle derrière laquelle il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui vont la développer et la conscientiser, quoi. Je te rejoins complètement sur la question en fait des use cases parce qu'on est encore, je pense, très loin là de la partie intelligence artificielle générale et aujourd'hui véritablement c'est de l'outillage pour nous permettre d'atteindre certaines choses ou d'automatiser certaines choses qui n'étaient pas encore complètement faites. C'est pour ça que là aussi je te rejoins totalement. C'est un outil. Il y a pas de, je pense qu'il faut, c'est comme le reste, ça va nous aider et puis il y a pas vraiment de doute à avoir. La vraie question, c'est de trouver où est-ce que l'outil est employé, quoi, parce que prendre un marteau pour essayer de faire tourner une vis, ça ne marche pas trop, quoi. Franchement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup encore, Barbara. Peut-être un dernier mot de la fin pour notre audience.
Eh ben, avec plaisir. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la tech. Tu me demandais tout à l'heure des choses qui m'ont un peu motivée. C'est vrai que j'ai oublié de citer la notion de communauté. Effectivement, sur TechRock, c'est top parce que sur Slack, il y a plein de communautés avec lesquelles on peut discuter. C'est vrai que souvent, la tech, ça rend une image d'une personne seule derrière son ordinateur, alors que c'est tellement l'inverse. C'est tellement des personnes qui se rencontrent, qui font des conférences, qui créent en plus de leur job des notions d'intrapreneuriat. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de personnes qui ont envie d'aider d'autres personnes justement à développer des choses. Donc je pense qu'en fait, il faut juste s'armer de patience et trouver sa bonne communauté parce qu'il y a tellement de choses possibles à réaliser dans la tech. J'ai l'impression qu'on c'est inépuisable en fait. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est passionnant, mais entourez-vous. Et encore une fois, merci beaucoup, Barbara, pour tout ça. Et C'était un plaisir.